Je vais parler maintenant dans cette présentation des menaces qui peuvent affecter les réseaux mobiles, les téléphones, les tablettes et plus généralement la mobilité. 2011 a été un petit peu une année charnière en cette matière. Il y a beaucoup de choses qui ont commencé à faire peur en 2010 et qui demandaient vérification en 2011. 2011, on commence à savoir un petit peu plus sur les modes opératoires de fraude sur lesquels on devra faire face dans les années à venir. Alors les premières nouvelles, c'est notamment la poursuite des travaux de Carsten Knoll, qui a publié encore cette fois au Chaos Computer Club des présentations portant sur la cryptographie dans les réseaux de télécommunications. Donc après avoir démontré en 2010 qu'il pouvait casser le chiffrement GSM, en toute fin d'année 2010, il a démontré qu'il pouvait casser le chiffrement GSM, virgule, avec des moyens extrêmement à bas coût. En fait, il a démontré qu'il pouvait casser le GSM en temps réel avec l'équivalent de 4 terminaux Motorola bas coût. Donc avec une puissance de calcul très faible, il était capable d'intercepter des communications GSM dans un périmètre de plusieurs dizaines de mètres. Cette année, récidive, mais cette fois sur la technologie GPRS, Carsten Knoll a publié en août, il a fait une conférence, il a démontré en fait les vulnérabilités du protocole GPRS qui étaient tantôt mal utilisés, c'est-à-dire certains réseaux avaient été clairement identifiés comme n'utilisant pas de chiffrement. C'est le mode entre guillemets GEA0 qui est un mode sans chiffrement, et que beaucoup d'autres réseaux, la majorité, utilisaient un chiffrement considéré comme faible et attaquable, potentiellement en déchiffrement en temps réel. Alors il n'en a pas fait la démonstration encore, maintenant c'est qu'une question de temps avant qu'on voit vraiment des papiers sur comment cryptanalyser le GEA1 et 2. Donc problématique importante, c'est que là on commence à voir des attaques à la fois passives et actives sur ces réseaux. Ça reste des attaques théoriques, on n'a pas encore dans la nature d'exemples à grande échelle de ce type d'attaque, mais prudence, ce sont des choses qui pourraient venir. Attaque passive, j'entends par là plus des attaques d'interception, et attaque active, se faire passer par exemple pour le réseau de l'opérateur avec une borne qui usurperait l'identité du réseau et qui réaliserait de l'interception ou alors carrément de la fraude à la facturation. Alors en 2011, c'est aussi l'année où les femtocell ont été mises sous le feu des projecteurs. Les femtocell qui sont un dispositif qui permet à un opérateur télécom d'aller mettre chez l'abonné une antenne qui est ni plus ni moins qu'une cousine en fait des antennes relais qu'on peut voir dans la nature, et qui a la même vocation, c'est-à-dire étendre la couverture de l'opérateur via une antenne qui est déportée dans un endroit où ça capte pas. Alors, quels sont ces endroits? Ça peut être en rase campagne, là où il n'y a pas suffisamment de bornes. Ça peut être par exemple en sous-sol, dans des locaux où il n'y a pas les moyens de capter le signal extérieur. Il y a eu plusieurs démonstrations de la faiblesse de la première génération de ces dispositifs, notamment en Allemagne, avec les boîtes femtosem de Vodafone. Il y a le groupe allemand THC qui a publié un mode d'emploi sur comment on prend la main sur une femto physiquement, comment on reprogramme cette femto pour faire de l'interception. Et donc vraiment intercepter les communications des gens qui se sont attachés sur cette femto. Alors la faille a été corrigée par Vodafone. Là encore, il y a une petite polémique, c'est que THC a affirmé tout de suite après qu'en fait la faille n'avait pas été corrigée, puis ils ont rétracté leur article de blog, etc. Donc aujourd'hui, officiellement, la faille est corrigée. À la Black Hat 2011, il y a une démonstration qui a eu lieu d'attaques sur des femtocell de première génération qui étaient vendus en France et qui permettaient grosso modo de faire à peu près la même chose que sur les femtocell Vodafone, c'est-à-dire de l'interception, que ce soit l'interception d'appels, interception de SMS, interception de navigation, et qui pourraient potentiellement permettre de faire des choses beaucoup plus graves, qui sont par exemple de l'usurpation d'identité ou alors carrément de la fraude à la facturation du type envoi de SMS surtaxé. Le schéma de fraude, dans ces cas-là, ce serait le téléphone s'accroche à une femtocell qui est piratée. Cette femtocell va tirer parti de ce couplage avec ce téléphone pour envoyer au réseau de l'opérateur des SMS que le téléphone n'a jamais demandé et qui sont des SMS surtaxés à destination d'un service surtaxé sous le contrôle du pirate. Alors, la faille a été corrigée. C'était vraiment la première génération des femtocell en France. Il peut encore s'en trouver dans la nature qui n'ont pas été patchées. Maintenant, celles qui sont vendues en France aujourd'hui ne présentent pas de cette faille-là.
Alors, sur les OS mobiles, on voit encore une multiplication d'événements qui font craindre que la sécurité de ces OS ne soit pas au niveau et soit de plus en plus attaquée. Alors, la course au jailbreak reste toujours favorable aux pirates. Il y a eu une annonce il y a quelques jours comme quoi les dernières versions de iOS, la version 5, sur iPhone 4S et sur iPad 2 allaient bientôt être disponibles pour jailbreaker son périphérique. Donc, il est toujours possible de jailbreaker avec un niveau de fiabilité relativement correct les derniers téléphones et les derniers OS téléphoniques. Question ouverte, Android devient-il le Windows XP du mobile? Ce serait un petit peu ironique de dire ça, sachant qu'Android est basé sur du Linux, que Linux a une réputation sécuritaire meilleure que Windows. Ce serait quand même l'illustration du fait que, finalement, le fait d'être attaqué ou pas, c'est pas tellement une question de sécurité intrinsèque, ça joue évidemment, mais c'est pas le seul facteur. Il y a un facteur qui est très important également, c'est quel est le niveau de diffusion de l'OS. À partir du moment où vous avez un OS très diffusé qui permet de faire des choses intéressantes pour un pirate, il sera attaqué, c'est une certitude. Et le fait que Linux aujourd'hui soit très attaqué à travers Android, c'est pas non plus une surprise. Android a été victime de failles en 2011 qui ont permis de faire énormément de choses, qui permettaient par exemple de dérober des identifiants qui circulaient en clair entre le téléphone et le serveur via l'API de Google Client Login, d'installer des applications sans autorisation, d'accéder à la caméra et au micro même pendant que le téléphone était verrouillé, etc. Je ne vais pas revenir sur toutes ces vulnérabilités. Maintenant, ça permettait vraiment de prendre le contrôle total du téléphone. Quelques vulnérabilités également de l'Android Market, qui sont par exemple une faille XSS qui est tombée quelques jours à peine après le fait que Google couple de manière forte l'Android Market en version web avec le téléphone mobile. C'est-à-dire que Google a activé une fonctionnalité qui permet d'installer directement depuis un ordinateur une application sur le téléphone mobile. Ce qui veut dire que prendre le contrôle d'un compte Google dans le monde Internet classique sur un ordinateur permet également d'aller installer des applications sur le téléphone mobile de son propriétaire, et ça de manière relativement silencieuse, puisque quand on installe une application, on voit une petite notification apparaître dans un coin du téléphone, mais maintenant, si on n'a pas le téléphone sous les yeux à ce moment-là, on ne verra pas l'installation de cette application. Alors iOS n'est pas du tout épargné, hein. Il y a eu toute une série de failles également qui ont émaillé iOS, avec notamment des failles sur le chiffrement SSL qui était victime d'une mauvaise implémentation de la part d'Apple. Le contournement du code PIN et le déverrouillage de l'iPad 2 avec une coque de protection dite intelligente. Il suffisait de mettre l'iPad 2 dans cette coque de protection, il était déverrouillé comme par magie. Le fait aussi que les implémentations JavaScript descendent de plus en plus bas dans les couches de l'OS, ça a créé des failles, et notamment sur Apple, avec la possibilité d'installer des applications qui vont complètement contourner les contre-mesures de signature de code et de vérification d'intégrité. Les mobiles sont de plus en plus convoités également par les malwares. Bon, ça fait quelques années que les éditeurs antivirus annoncent cette fois c'est l'année du malware, cette fois c'est l'année du malware. Quantitativement, clairement, il y a une très forte augmentation, mais au-delà de la quantité, je préfère m'arrêter sur certains malwares très spécifiques. GG Tracker, qui a connu une propagation très importante aux États-Unis et qui abonnait les victimes de ce malware à des services SMS surtaxés, et donc qui envoyait aléatoirement des SMS qui étaient par la suite surtaxés. Loic, qui est Low Orbit Ion Cannon, qui était l'outil mis en place par les Anonymous il y a environ 2 ans pour faire du déni de service volontaire. Il y a une variante qui arrive sur Android, qui est arrivée il y a quelques mois. Elle a été retirée immédiatement de l'Android Market. Mais maintenant, ça démontre que les outils de déni de service arrivent également sur les téléphones. AirSpam, qui est un virus propagandiste qui a été perçu, si ma mémoire est bonne, en Tunisie, qui était la copie conforme d'une application légitime et qui en fait allait envoyer des SMS favorables à la révolution en Tunisie. Un point qui est très important, c'est qu'aujourd'hui on a vu aucun malware qui se propageait à l'aide d'une faille dans l'OS du téléphone qui était ciblé, c'est-à-dire que la propagation se passe par ingénierie sociale exclusivement, c'est-à-dire avec un malware qui demande l'autorisation à l'utilisateur de s'installer, qui va éventuellement se dissimuler sous la forme d'une application légitime alors qu'elle ne l'est pas, mais il n'y a pas de propagation via une exploitation de failles. C'est une propagation essentiellement sur le market officiel ou via des markets alternatifs, mais qui sont également des plateformes de diffusion d'applications.
Alors 2 points pour en terminer sur cette présentation, c'est une problématique également en 2011, c'est le fait que les téléphones mobiles, malware ou pas malware, sont la cible également d'entités qui aimeraient contrôler de manière qualitative ce qui se passe sur le téléphone, que ce soit les constructeurs ou les opérateurs. Il y a un besoin d'avoir des informations depuis le téléphone pour savoir si le téléphone marche bien et s'il fait ce qu'on lui demande. Et on a vu certaines dérives en 2011 de ce côté-là, notamment avec un petit outil qui s'appelait HTC Loggers, qui est un outil de débugage qui était inséré sur certains terminaux HTC, pas tous, et qui ouvrait une porte dérobée, enfin un gouffre béant même on peut dire, pour toute autre application, puisque HTC Logger permettait de fournir à n'importe quelle application les autorisations complètes d'accès à toutes les informations qui se trouvaient dans le téléphone. Donc pour un malware, c'est merveilleux. Un malware arrive sur un téléphone, il ne demande aucune autorisation à l'utilisateur, il peut accéder à la géolocalisation, au carnet d'adresse, au réseau, au SMS, etc. Et il n'y a plus besoin de demander l'autorisation. Alors la faille a été corrigée rapidement, par contre HTC n'a pas donné d'explication sur la raison pour laquelle cette application était présente. A priori c'était une application de débugage qui était un peu trop zélée et ils n'avaient pas forcément vu les détournements qui pouvaient en être faits. Ce petit diagramme-ci résume, notamment sur les HTC, les différents dispositifs de débugage qui peuvent être mis en œuvre, et notamment celui au milieu qui est Carrier IQ, qui pose pas mal de problèmes. Carrier IQ, pour revenir un petit peu sur cette menace, c'est un rootkit qui descend très très bas dans les couches de l'OS et qui était préinstallé sur 150 millions de téléphones aux États-Unis. Ce chiffre-là, c'est Carrier IQ eux-mêmes qui nous le donnent, donc on peut le considérer comme fiable. Et qui permet de faire de la remontée d'informations pour du contrôle qualité, en tout cas c'est ce qui est dit, pour les opérateurs et pour les constructeurs. C'est-à-dire regarder si l'utilisateur utilise son téléphone, de quelle manière il l'utilise, est-ce qu'il n'y a pas des temps de latence trop longs, est-ce qu'il n'y a pas des crashs intempestifs, etc. C'est la vocation originale de cette application. Alors suite à la révélation de la présence de ce rootkit qui affecte à la fois Android, il y a eu des traces également de ce rootkit sur BlackBerry, il y a également eu des traces sur iOS à partir de la version 3. Il y a des procès qui ont vu le jour, des classes actions contre AT&T, Sprint, T-Mobile, ça concerne également HTC, Apple, Samsung, Motorola, etc. Les procès sont encore en cours aux États-Unis, donc on n'a pas le fin mot de l'histoire, mais toujours est-il que des opérateurs comme AT&T ont reconnu qu'ils demandaient aux constructeurs de préinstaller cette application sur les terminaux qu'ils vendaient. Alors là, on entre vraiment à la limite de la polémique, hein, comme ce que disait Olivier tout à l'heure. Ne serait-ce que savoir ce que fait Carrier IQ, c'est un vrai problème, parce qu'aujourd'hui, il y a différentes analyses techniques qui existent, qui ne portent pas forcément sur la même souche initiale de Carrier IQ, et qui ont des conclusions différentes. Alors, ce qui est à peu près avéré, c'est que Carrier IQ va enregistrer et transmettre au serveur de Carrier IQ les numéros de téléphone qui sont utilisés par l'abonné. Lorsque l'abonné reçoit un appel ou lorsque l'abonné reçoit un SMS, le numéro de téléphone est envoyé à Carrier IQ. Les données de géolocalisation sont envoyées à Carrier IQ. Les frappes sur le clavier numérique, hein, pas le clavier alphanumérique, c'est-à-dire que les frappes, lorsqu'il va taper son mot de passe, ne sont théoriquement pas enregistrées. Et puis tout ce qui est URL visité, y compris URL en HTTPS. Alors, polémique, Carrier IQ est-il capable ou non d'intercepter les frappes au clavier au sens large, c'est-à-dire tout ce qui est tapé dans le clavier? Il n'y a pas de réponse claire, il y a différentes analyses qui ont été faites, certains prétendent que oui, d'autres prétendent que non. Et puis il y a aussi le fait que Carrier IQ est un logiciel qui se décline en différentes versions sur différents terminaux, à la demande des opérateurs et à la demande aussi des constructeurs, donc avec différentes fonctionnalités qui peuvent être activées, désactivées, etc. Donc là, on n'a pas un état clair de ce que permet de faire Carrier IQ. Alors, petite parenthèse également, Carrier IQ, c'est aujourd'hui une problématique purement nord-américaine, c'est pas du tout une problématique européenne, il n'est pas présent en Europe. Alors, capture des SMS, Carrier IQ a reconnu que dans certaines conditions, il y a des SMS qui pouvaient être interceptés. Ils ont appelé ça un bug. Voilà, pour eux, c'était un comportement qui n'était pas désiré par leur application. Il y a le cas particulier de HTC qui visiblement a activé la fonction de débugage sur Carrier IQ et qui a enregistré absolument tout, y compris les frappes au clavier. Et donc potentiellement les SMS en cours de rédaction, les emails, les mots de passe, etc. Donc là, Carrier IQ a rejeté la faute à HTC pour avoir activé cette fonction de debug, sachant que ces données n'étaient pas remontées à Carrier IQ, elles étaient seulement stockées sur le téléphone. Et puis, polémique sur le fait que ces données, et certains pensent qu'elles auraient pu être utilisées par les forces de l'ordre, notamment par le FBI.
il y a un chercheur américain qui a envoyé au FBI une demande en Freedom Information Act pour essayer d'en savoir plus sur l'information, sur l'utilisation qui était faite par les forces de l'ordre de ce dispositif. Et le FBI a répondu par une fin de non-recevoir en disant « on ne vous répondra pas parce que ça peut mettre en péril des procédures judiciaires en cours ». Donc là, c'était la porte ouverte à toutes les rumeurs comme quoi le FBI pourrait peut-être utiliser ce dispositif. Donc là, encore une fois, on n'en sait pas plus. Je vais laisser la main maintenant à l'intervenant suivant. Merci.